Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le nouveau Premier ministre dans la zone inondée de la région de Fatick, Aminata Touré, s'est rendu au chevet des populations victimes pour leur apporter soutien et réconfort. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement pris fonction ce matin. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Et puis notre dossier du jour porte sur les diplômés de l'informel. Qui sont-ils? Trouvent-ils leur compte dans ce secteur? Élément de réponse dans cette édition. D'abord, les activités du chef de l'État. Le président de la République a quitté Dakar ce matin pour la Russie. Le président Macky Sall a été donc invité à prendre part au sommet du G20 qui va se tenir les 5 et 6 septembre à Saint-Pétersbourg. Le président de la République va représenter ses pairs africains au sommet du G20 en tant que président du comité d'orientation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Après la Russie, le président Macky Sall va assister à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition des Jeux de la francophonie qui s'ouvre le 7 septembre à Nice en France. Les Jeux de la francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce matin. Il devient ainsi officiellement le président de la République du Mali. IBK s'est déjà mis au travail pour régler des problèmes comme la dernière catastrophe des inondations avant même son investiture prévue le 19 septembre. C'est à la télévision nationale que les 15 millions de Maliens ont suivi en direct ce grand moment de l'histoire de leur pays. Devant la Cour suprême, réunie pour la circonstance au Centre international de conférence de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Après avoir reçu les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta devient officiellement le président de la République. Dans son discours d'investiture, IBK exprime son indignation à la suite des inondations qui ont fait il y a quelques jours à Bamako une trentaine de morts. L'occasion d'annoncer sa première grande décision. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici. Il en sera désormais ainsi en République du Mali. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu symboliquement des mains du président de la transition Diane Kounda Traoré les clés du palais de Koulouba, le palais dont il devient le locataire pour les 5 années à venir. 24 heures après sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre s'est rendu dans les zones inondées de la région de Fatick. Entre Thiadiaye, Fissel, Loulou Sessène, les pluies enregistrées le week-end dernier ont fait 13 morts. Aminata Touré, qui est allé au chevet des populations sinistrées à la tête d'une forte délégation, a présenté les condoléances de la nation et apporté le soutien de l'État. Nous y reviendrons avec le reportage de Amadou Aramtiam. Quel avenir pour la RTS? Quel plan stratégique et organisationnel? Autant de questions qui étaient au cœur d'un séminaire de réflexion organisé ce matin par la direction générale. C'était en présence du tout nouveau directeur de cabinet du président de la République et délégué général à la réforme de l'État et à l'assistance technique venu présider les travaux. Synthèse René Léon Fonseca. Moins de 2 ans avant le basculement définitif vers le tout numérique, une transition que la RTS n'entend pas rater. L'heure est à la redéfinition du cadre stratégique et organisationnel. Dans ce contexte-là, le leadership joue un rôle extrêmement important, c'est-à-dire la capacité que vous avez en tant que responsable de structure de mener des hommes et des femmes de manière à ce que les actions qu'ils vont mener soient en conformité avec les objectifs assignés à la structure. La structure se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle doit renforcer sa mission de service public. Pour cela, la RTS compte s'appuyer sur un levier essentiel. Le directeur général de la RTS a su effectivement mesurer l'importance de la décentralisation de la télévision et a
incité en interne, a mis en interne un projet pour déployer la télévision au niveau régional. Ça s'est traduit d'abord par Tamba, que vous avez tous vu, que le président de la République a inauguré le 24 avril 2013. Ensuite, bien entendu, vont suivre les autres régions, notamment Matam, la région du Nord, qui a été polarisée avec Matam, le Sud, qui a été polarisé par Ziguinchor, et les autres régions. Ce sera en tout 6 pôles régionaux de télévision qui vont accompagner en même temps l'acte 3 de la décentralisation. D'autres rencontres de ce genre avec tout le personnel sont prévues dans les jours à venir. René Léon Fonseca, parlons économie. Le coût du crédit de la Banque centrale a encore baissé de 25 points. Annonce faite à l'occasion du comité de politique monétaire de la BCEAO tenu ce matin. Le comité a aussi fait des prévisions sur la croissance et l'inflation dans les pays membres de l'Union. Ndeye Aïdadia. La BCEAO a encore baissé de 25 points ses principaux taux directeurs. Le coût de l'argent devrait donc baisser à la réserve centrale. L'objectif est d'améliorer les conditions de financement des économies de l'Union, mais la répercussion sur les taux de crédit appliqués par les banques commerciales n'est pas aussi automatique. Si le coût de l'argent est moins cher à la Banque centrale, les banques qui viennent s'y approvisionner ont des raisons, en tout cas, de baisser un peu plus les prix. Et c'est ce que nous constatons, même si l'effet n'est pas mécanique et même s'il n'est pas de la même ampleur. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas que le taux de la Banque centrale qui constitue l'essentiel du taux de sortie d'une banque. Parce qu'elle a ses services, elle a ses structures, elle a un certain nombre de charges de taux. Mais ce que nous voulons, c'est que globalement la tendance soit à la baisse. Parce que c'est ça qui va inciter tous ceux qui sont encore un peu réticents à faire des investissements. Cette augmentation des investissements devrait aider à la progression de la croissance. Cependant, quelques risques pèsent sur la réalisation du taux de croissance de 7,3% prévu pour 2014. Les économies prospèrent dans un environnement à la fois régional et international. Nous prévoyons que la conjoncture internationale va s'améliorer progressivement, mais à quel rythme? Est-ce que le rythme que nous avons prévu sera celui qui sera effectif? Ce sont là ce qu'on appelle des facteurs de risque. À l'occasion de cette réunion de politique monétaire, le gouverneur de la BCEAO a expliqué que le niveau général des prix dans l'Union tend à se stabiliser. Ainsi, il est prévu une inflation en baisse qui tournerait autour de 1,9% en 2013 contre 2,4% à l'année dernière. Comment développer davantage l'agriculture dans la moyenne Casamance, une zone propice à plusieurs types d'activités agricoles, arachides, foignons, mil, maïs y prospèrent. Toutefois, la région de Sédhiou attend le démarrage du projet d'appui aux investissements Bachirba. Connue pour être une zone risicole, la moyenne Casamance peut réussir l'exploit malgré les difficultés. Nous serons autonomes dès l'année prochaine pour ce qui concerne la zone. Il faut le préciser, en matière de semences de riz. Je vis en France, je prépare mon retour, mais là le moyen me manque. Vous voyez le riz qui est là, je l'ai fait à la volée. Voilà, parce que je ne pouvais pas tout faire à la ligne. D'importants aménagements ont été réalisés dans la région, ce qui a permis de créer des emplois et de générer des revenus. C'est le cas à la bananerie de Djanamalari. Le fognon n'a pas besoin d'aménagement, mais il demande quelques techniques. Et à Hamdani, dans la communauté rurale de Koussi, on semble maîtriser cette culture. Ce champ est un champ de fognon. Et que le fognon est un céréale de valeur nutritive très important que vous connaissez. Et vous saviez qu'elle ne nous a pas été importée. Elle est toujours africaine et elle reste africaine. Dans cette même localité, les 40 hectares de maïs emblavés par un GIE ont trouvé un acheteur. De bons résultats qui n'empêchent pas aux agriculteurs de demander à quand le démarrage du projet d'appui au Programme national d'investissement agricole PAPSEN.
Dans le cadre de ce programme, nous allons aménager ici, dans la région de Sédhiou, et une partie de Kolda, près de 4000 hectares. Donc nous allons réhabiliter certains aménagements, nous allons construire de nouveaux ouvrages, nous allons apporter de l'équipement, parce qu'il est prévu une cinquantaine de tracteurs, des moissonneuses, des batteuses. Vraiment, nous allons insister pour que ce programme démarre le plus rapidement possible. Dans le département de Bounkiling, la délégation du ministre a visité le champ de Tcherno Abdourahmane Bari à Bogal. 80 hectares ont été emblavés en arachide, 14 hectares en mil et 5 hectares en maïs. En tournée dans la zone, Abdoulaye Baldé a effectué des escales imprévues. Il s'est entretenu spontanément avec des villageois. Ces derniers lui ont parlé de la nécessité de réaménager certaines vallées et celle de trouver une solution à la divagation. L'informel en recours pour les diplômés sans emploi. Ils sont nombreux à investir le secteur. Pourquoi un tel choix? Cette alternative est-elle viable pour la réinsertion des diplômés? Des questions au centre de notre dossier du jour, un dossier réalisé par Amadou Aramtiam. Un marchandage serré qui aboutit à une conclusion heureuse. Personne ne peut imaginer que derrière ce talent de vendeur se cache un technicien avéré. J'ai mon BFM, après j'ai été jusqu'en classe de terminale, j'ai fait une formation en électricité et j'ai eu mon BEP en électricité. Des jeunes instruits, voire diplômés, on en trouve à l'appel dans les marchés et dans le secteur informel. De profils divers, des raisons multiples les ont poussés à envahir les rues. Titulaire d'un BFM, ce vendeur a lui abandonné les études en classe de première pour exercer le métier de tablier. On a laissé les études pour relever un certain défi. Le peu que je gagne, je le partage avec ma famille. Installé à Kerserimbi, en plein cœur de la capitale, un lieu connu pour son activité commerciale intense, Ousmane Diop est un ambulant forgé dans l'aventure et dans la rue. Un vrai battant à la trajectoire atypique, ce qui lui vaut le sobriquet de Ousmane Pologne. Pour le bac, j'ai eu à faire, j'ai été au département d'anglais pour une année. Après, je suis parti pour la Pologne, où j'ai fait les relations internationales pendant 3 à 4 ans. Après, je suis revenu au pays. Voilà. Donc, c'est pour des raisons financières que je suis retourné au pays. Donc, depuis, je suis dans l'informel. Dans l'optique d'une politique de gestion du flux des ambulants, l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants travaille à la création d'un fichier pour disposer de données exhaustives. Certains sont diplômés, ils ont le BFM, ils ont le bac et ils ont des diplômes également professionnels. Donc à l'issue maintenant de l'enquête qu'on va mener, nous saurons les profils, les compétences de certains marchands ambulants pour voir quelle politique mener à leur niveau, parce qu'il faut savoir que beaucoup sont arrivés à ce secteur par accident. Contrairement aux autres, Cheikh Gawan avait reçu la proposition d'une société de la place. Un salaire qu'il jugeait dérisoire par rapport au gain du marché et son diplôme de BEP d'électricité industrielle. Quand on m'a réappelé pour travailler, bon, le salaire qu'on me proposait, c'était 4 fois moins que ce que j'ai gagné. Ah bon? Et quel est le salaire qu'on vous avait proposé? C'était au départ 100 000, 105 000 et je pouvais avoir jusqu'à 400 par mois. Reprendre ses études et reconquérir le marché du travail, c'est le seul objectif de cet étalagiste qui ne trouve plus son compte dans l'informel. Je compte vraiment continuer mes études et avoir un diplôme d'ingénieur. Ils sont loin de renoncer à leurs ambitions. L'informel est précaire et la rue pour ces jeunes ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen pour faire face à une situation conjoncturelle. Il y a l'adage qui dit que tout marchand ambulant, son ambition c'est d'avoir un magasin. L'objectif ce serait de trouver un moyen de me réinsérer. La reconversion pour une réelle réinsertion, c'est la voie que comptent suivre les autorités pour le désengorgement de la rue. Nous allons nouer des partenariats avec des structures dédiées à l'apprentissage de métiers pour que ces derniers puissent être formés et qu'ils aillent dans d'autres secteurs porteurs. Et aujourd'hui, je dis même pourquoi pas négocier un quota dans le recrutement dans la fonction publique. L'État, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut recaser tous les ambulants.
Les sites sont limités et les alternatives très peu pérennes. Même si le secteur demeure un pourvoyeur naturel d'emploi qui a produit des exemples de réussite, il y a nécessité d'une formalisation de l'informel. Une précarité avec laquelle aucun gouvernement ne saurait s'accommoder éternellement. Les diplômés de l'informel, un dossier signé Amadou Aramdiam. Le Magal des Deux Rakas de Saint-Louis, c'est ce 5 septembre. L'événement commémore la prière des Deux Rakas de Serigne Touba dans le bureau du gouverneur de Saint-Louis. Alors, capitale de l'AOF, cette année, Serigne Ibra Mbacké Ndar est le parrain de cette édition. Son portrait est brossé ici par Maman Moussagna. C'est au cœur du quartier Sindoné, sur l'île de Saint-Louis, qu'a vu le jour Mohamedou Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Ibra Mbacké. Nous étions en 1905. Le fils de Mame Cheikh Anta Mbacké est issu des souches profondes de la société saint-louisienne, aux multiples foyers d'enseignement coranique et d'éducation islamique. En le choisissant comme parrain de cette édition du Magal des Deux Rakas, Saint-Louis rend hommage à un de ses plus illustres fils. Il est lié à Saint-Louis parce qu'il est de Saint-Louis, sa maman est de Saint-Louis. Serigne Ibra Mbacké Ndar était un homme vraiment effacé. Sa liaison avec Serigne Gawane, je pense que c'est une longue histoire qui date du cadi de Saint-Louis, Serigne Ndiaye Sardiani, et qui était un ami vraiment très proche de Serigne Touba, et Serigne Touba avait l'estime avec lui. Serigne Ibra Mbacké a effectué dès le bas âge le cursus d'humanité coranique complet, suivi de l'immersion en sciences religieuses jusqu'à l'adolescence auprès de Serigne Touba. Vite reconnu comme l'un des prolongements les plus performants dans la poursuite de l'œuvre du cheikh Sidi Mokhtar Mbacké dit Borom Gawane. Il a insufflé à son khalifa l'empreinte de son expérience et la portée des attentes des talibés. Donc il a été un grand rassembleur de refaire toutes les maisons de Serigne Gawane abandonnées, surtout celle de Gawane qu'elle a refaite, et puis célébrer le Gamou du Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à Gawane. Organisateur méthodique et rigoureux, Serigne Ibra Mbacké, cet agriculteur et opérateur économique, se voulait surtout discret. Il faisait un peu l'agriculture, l'élevage, il avait même des machines à mille là, à la maison. Il a beaucoup voyagé en Afrique et il a beaucoup fait de business. Il travaillait sur les champs de Saint-Louis, il avait des champs aussi, je pense, à Keur Massar. La nuit du 4 septembre de cette année est donc dédiée à Serigne Ibra Mbacké. Le cheikh contribue ainsi à partager l'exemplarité de sa vie avec tous les fidèles. Le commissariat général au pèlerinage au lieu saint de l'islam ne ménagera aucun effort pour mettre les pèlerins sénégalais dans de bonnes conditions. Assurance donnée par le général Amadou Tidiane Dia, qui est l'invité du magazine hebdomadaire Le Point, morceau choisi de l'entretien avec Ousmane Garifaye. Pour cette année, au moins, nous avons la chance, nous restons dans la distance habituelle. Nous sommes à 15 minutes à pied de la Kaaba. Ouais. Habituellement, on habitait dans, ils appellent l'hôtel Le Méridien. Le Méridien a été détruit et à moins de 20 mètres de Méridien, il y a 4-5 autres hôtels que nous avons pu retenir suffisamment à temps, que nous avons déjà payés. Donc tout est payé, les hôtels, la réservation? Les hôtels, nous les avons payés en respectant ce qui avait été prévu. On s'était engagé à payer les tiers du loyer à telle date, on a payé l'autre tiers à telle autre date, ainsi de suite. On va le payer dès qu'on met les pieds à la Mecque, Inch'Allah. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais en 2012, il y avait un réel problème par rapport à la restauration. Quelle est la formule que vous retenez cette année pour mettre les gens dans de bonnes conditions? C'est-à-dire, les autorités saoudiennes nous imposent à rentrer dans leur législation, c'est normal. Celui qui n'est pas agréé ne peut pas préparer, ne peut pas faire de la restauration en Arabie Saoudite. Celui qui n'est pas agréé. Or, notre logeur est agréé. L'engagement qui est pris avec lui, il va mettre à la disposition des restauratrices sénégalaises des locaux équipés. Les restauratrices vont préparer là-dedans et vendre. Aucun sou ne sera retenu sur les pécules des pèlerins.
L'intégralité de l'interview tout de suite après cette édition. La réunion du G20 se prépare, prévue ce jeudi à Saint-Pétersbourg en Russie. La question syrienne sera au centre des discussions. Vladimir Poutine n'exclut plus maintenant des frappes contre Damas sous couvert du mandat des Nations Unies. Si des preuves sont trouvées en escale en Suède, Barack Obama a réaffirmé son engagement pour stopper les massacres attribués au régime de Bachar al-Assad. En route pour Saint-Pétersbourg où il doit participer jeudi et vendredi au sommet du G20, Barack Obama a effectué une escale de 24 heures à Stockholm. Déterminé à sanctionner le régime syrien pour usage d'armes chimiques, le président américain devrait au cours et en marge de ce forum international tenter de rallier le plus d'États possible à une coalition, comme il s'est efforcé ces derniers jours de convaincre élus et hauts responsables politiques américains de voter à partir du 9 septembre en faveur de sa stratégie. J'ai décidé que l'Amérique devait agir, mais je crois que nous serons bien plus efficaces et plus forts si nous agissons ensemble comme nation. En dépit d'une opinion américaine à 60% défavorable, les secrétaires d'État et à la Défense étaient chargés, eux, de clarifier devant le Sénat les objectifs d'une telle action. Nous ne voulons pas partir en guerre. Nous n'envisageons pas de partir en guerre au sens classique de prendre des troupes américaines et de les envoyer à la guerre. Le président a demandé aux autorités de mener une action limitée pour diminuer les capacités d'un tyran qui utilise des armes chimiques pour tuer son propre peuple. En marge du G20, Barack Obama rencontrera en tête-à-tête le président français François Hollande, seul partenaire déclaré jusque-là, ainsi que les dirigeants chinois et japonais, mais pas russes. À la veille de l'ouverture, Vladimir Poutine, principal allié de Damas, a ébauché un changement de cap. Il réclame toujours des preuves contre le régime syrien, mais n'exclut pas une action militaire sous couvert de l'ONU si elles étaient convaincantes. Jeux de la francophonie, les Lions donc de basket des moins de 25 ans peaufinent leur préparation au SNEP de Thiès. Elles ont rencontré hier à Dakar en match amical les Lions A. Victoire de l'équipe nationale A par 71 à 59. Les Lions U25 se sont bien comportés lors de ce match. La préparation des Lions U25 entre Thiès et Dakar avec Abdoul Aziz Ban. Trouvés en plein regroupement, les Lions de moins de 25 ans sont dans la dernière ligne droite de leur préparation au CNEPS de Thiès. Pour l'instant, l'ambiance, tout se passe bien. Et il y a des blessures, c'est normal parce qu'on s'entraîne à 7h du matin, on s'arrête à 6h du matin, donc c'est normal, il y a des blessés. Mais ça va quoi pour l'instant parce qu'il y a l'envie de jouer au basket. Donc ça va pour l'instant. On s'entraîne tous les jours, la salle est ouverte et on n'est pas vraiment dérangé. Là où à Dakar, on a des problèmes pour s'entraîner dans la salle. Pour parfaire cette préparation, les Lions U25 se sont déplacés sur Dakar. Ils ont rencontré les Lions A en amical. Malgré une bonne entame de match, les Lions U25 se sont inclinés. Score du match 71 à 59 pour les Lions A. Ça nous a permis un peu de voir sur le plan psychologique l'état d'esprit des joueuses. Bon, et aussi de voir aussi par rapport à leur niveau d'acquisition, par rapport au travail qu'on a eu à abattre durant toute cette période de préparation. Pour ces Jeux de la francophonie, l'équipe de basket du Sénégal des moins de 25 ans partage sa poule avec la Roumanie, le Liban et le Wallon-Bruxelles. Parlons toujours basketball, mais cette fois-ci afro-basket féminin. La fédération va organiser un tournoi à Dakar. Les Lions vont rencontrer des équipes européennes du 8 au 14 septembre. Voici à ce propos Moussa Touré, le coach des Lions. Il est au micro de Abdoul Aziz Ban. On a invité quelques équipes, je ne sais pas si elles seront là. En tout cas, c'est la semaine entre le 8, 9 et 10, on va jouer 2 matchs contre une équipe professionnelle. Et après, le 11... le 12, le 13, on va jouer, le 13 et le 14, pardon, on va jouer aussi deux autres matchs avant de voyager pour Maputo. L'équipe qui a donné son feu vert actuellement, c'est Nice. Nice en Pro A en France. Donc Nice sera là le 12, donc on va jouer Nice, c'est sur le 13 et le 14.
Il nous reste à finir les charges d'entraînement. Jusqu'au vendredi, on va s'entraîner dur encore. Et pour essayer de retomber entre le lundi et le mardi, mercredi, descendre un tout petit peu. Les Ziguinchorois ont réservé un accueil triomphal à l'équipe du Casa Sport. Nous parlons football. Finaliste malheureux de la Coupe du Sénégal, le club fagnon de la région a remporté la Coupe de la Ligue. Les joueurs ont présenté le trophée aux autorités et aux populations. Bachir Ba. Entrée de Ziguinchor, entre le rond-point Aline Sitoé Diatta et le pont Émile Badiane, tronçon symbolique, c'est ici que les Ziguinchorois et les Casamancés se sont donné rendez-vous. Ils attendent leur équipe qui revient avec un trophée. Habillés aux couleurs du Casa Sport, déguisés, ils laissent exploser leur joie. À pied, à vélo ou à moto, chacun exulte à sa façon. Des personnalités se mettent aussi à attendre. Certains supporters préfèrent aller à la rencontre de ces héros. Ils escortent le bus des joueurs et ils entrent à Ziguinchor. Ici, c'est la communion entre population et joueurs. Du bougueur, du djambodon et d'autres sonorités rythment le parcours. Jeunes, vieux, hommes et femmes sont là. Le cortège prend la direction de la gouvernance, entouré par une foule. Cheikh Tidiane Dieng, le chef de l'exécutif régional, attend. La Coupe de la Ligue lui est présentée. Il félicite et encourage les joueurs et le staff qui ont procuré de la joie au peuple de Casamance. La Casamance ou le Casa Sport est un symbole. N'est-ce pas, Bachir Ba? Parlons toujours football, des nouvelles des Lions du Sénégal, actuellement au Maroc pour le match Sénégal-Ouganda. Seul Cheikhou Kouyaté manque à l'entraînement. Écoutons à ce propos le professeur Fallou Cissé, le médecin des Lions. En dehors de Cheikhou Kouyaté, tout le monde est opérationnel. Cheikhou, hier, à l'entraînement, a senti une petite pointe au niveau de la cuisse à l'occasion d'une frappe. On n'a pas voulu prendre de risque aujourd'hui, c'est pourquoi il est au repos. Mais dès demain, à 15h, on fera une exploration. On va faire une échographie et au besoin une imagerie à résonance magnétique, IRM. Et c'est au vu de ces résultats que nous allons nous prononcer. Mais d'une manière, quand on regarde de très près, ce n'est pas trop grave. Mais nous prenons toutes les précautions. Professeur, on a remarqué qu'il fait très chaud à Marrakech. Comment les joueurs vivent-ils cette chaleur-là? Mais il fait chaud actuellement? Ah non. Actuellement, nous avons attendu que le soleil disparaisse pour venir. Vous avez vu qu'on est venu, qu'on a quitté l'hôtel à 19h. On est arrivé ici à 19h15, on a laissé les joueurs jouer entre eux jusqu'à 19h45. C'est à ce moment-là qu'on a commencé. On a bien pris la température. La température ambiante était de l'ordre de 27 degrés. Donc ce n'était pas du tout méchant. Et ensuite, c'est une chaleur très facile à supporter avec une faible humidité. L'humidité est inférieure à 10%. Donc l'organisme a les moyens, très efficaces d'ailleurs, pour lutter contre cette augmentation de la température ambiante. Donc il n'y a pas de difficulté comme vous le voyez. Vous le voyez, vous êtes témoin. L'équipe nationale qui est actuellement à Marrakech. Le tir sportif au pistolet et au fusil est une discipline qui poursuit son bonhomme de chemin. Amateurs et professionnels se sont retrouvés à l'occasion d'une journée portes ouvertes. La presse sportive était au rendez-vous. Le ministre Youssou Ndour a également participé aux séances de démonstration. Compte rendu à Wendiaï. Le tir au pistolet ou au fusil a encore du chemin à faire. C'est la 3e discipline olympique. La Fédération sénégalaise de tir et de chasse a organisé une journée portes ouvertes dédiée à la presse sportive.
Le ministre Youssou N'Dour a félicité les membres de la fédération qui se réunissent régulièrement afin de bien former les amateurs et les professionnels. Je voudrais dire ici toute ma satisfaction d'avoir passé des moments avec vous et d'avoir même tiré et ressentir vraiment des choses. Je crois que bon, c'est un domaine qui peut intéresser beaucoup plus de nombre de Sénégalais. Les choses que vous voyez ici sont supportées exclusivement par les membres de la fédération. Donc nous sommes une fédération, nous sommes un État, nous voulons s'organiser, faire en sorte que l'hôtellerie qui accueille aussi avec la fédération, qu'on puisse quand même aider la fédération pour avoir une certaine vraiment présence. Nous allons vers les Jeux Olympiques, j'ai bien entendu et je pense que tout ce que j'ai entendu ici, je vais vraiment transmettre au ministre des Sports et au chef du gouvernement pour montrer toute l'importance que le président de la République, M. Macky Sall, porte à votre fédération. Nous vous avons invité et vous avez immédiatement réagi et positivement en venant ici malgré naturellement votre emploi du temps chargé. Merci beaucoup. Bon, nous vous remercions la Fédération sénégalaise de tir, la direction technique nationale, les membres du bureau. Tout le monde vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez participé, non seulement vous avez participé, mais vous avez tiré également. Et les résultats font que nous pouvons espérer avoir un membre de notre fédération ministre. Cette journée a eu lieu à l'École nationale des officiers et sous-officiers de la gendarmerie de Dakar. La presse sportive a participé à cette rencontre. Des diplômes ont été remis à quelques journalistes et techniciens de l'information. La Fédération sénégalaise de tir et de chasse a remis des trophées pour les fusils et pistolets aux différents champions du Sénégal de tir de la saison 2012-2013. Culture pour boucler, 5 ans après un premier album prometteur, Adiouza revient avec un nouvel opus intitulé Limodoy, ce que je suis, Limodon donc, ce que je suis. Pour sa réalisation, l'artiste qui prépare un doctorat en musicologie a pris une pause dans ses études. L'album est un hymne à l'africanité avec une large fenêtre sur des rythmes d'ailleurs au Mindour. Un album, un seul, Madou, sorti en 2008, aura suffi à convaincre les Sénégalais qu'Adiouza n'était pas seulement la fille de son père, mais qu'elle pourrait bien marquer de fort belles manières et durablement la musique sénégalaise. Cinq ans plus tard, les fruits ont porté la promesse des fleurs, et même si la demoiselle a fait languir les mélomanes, elle a bien fini par trouver sa propre voix. Il fallait tester le public aussi avant. C'est pourquoi j'ai investi sur les singles. J'ai sorti beaucoup de singles. Ces singles-là m'ont permis vraiment d'orienter mon album dans mon style qui est vraiment le mbalar fusion. Et pour fusionner le mbalar aux sonorités locales ou d'ailleurs, Adiouza n'a pas hésité à sillonner le Sénégal des profondeurs, le Portugal, la France, les États-Unis ou encore le Brésil. Ce deuxième album de 13 titres aurait donc pu s'appeler Voyage, mais il s'appelle Limadone, ce que je suis en français, car même si le métissage y a une grande place, c'est avant tout une ode à l'africanité. La femme noire dans le monde est en train de revendiquer sa place, de revendiquer son africanité un peu partout dans le monde. Qu'on les aime pour ce qu'elles sont et non pour la femme qu'elles essayent d'imiter. C'est le modèle occidental qu'on nous impose. Cet engagement pour la revalorisation des cultures africaines a déjà valu à Adiouza plusieurs prix et distinctions outre-Atlantique. Elle est désormais citoyenne d'honneur de la ville de Memphis. De la ville de Martin Luther King et d'un grand de la musique aussi, Elvis Presley. Avec des tournées qui s'enchaînent, Adiouza n'a plus le temps de s'occuper de son doctorat en musicologie, mais la chanteuse qui ne réchigne pas à la tâche compte bien relever ce nouveau défi. Voilà,
Voilà, 24 heures après sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre s'est rendu dans les zones inondées de la région de Fatick, entre Thiadiaye, Fissel, Loulou Sessène. Les pluies enregistrées le week-end dernier ont fait 13 morts. Aminata Touré, qui est allé au chevet des populations sinistrées à la tête d'une forte délégation, a présenté les condoléances de la nation et apporté le soutien de l'État. Nous y reviendrons avec le reportage de Amadou Aramdiam. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.